avec moi autour de ce plateau. Soyez le bienvenu. Merci. Lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, vous êtes un historien militaire et vous êtes docteur en sciences politiques. Avec nous également, à distance, Gaëtan Povis. Merci beaucoup, Gaëtan, d'être avec nous, journaliste défense, youtubeur défense. Gaëtan Povis, peut-être cette question. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces drones? Qu'est-ce qu'on sait de leur conception? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'il y a une enquête qui est ouverte en Allemagne pour le déterminer, mais est-ce que vous avez déjà des informations, des pistes? On vous s'est bien renseigné? Alors pour l'instant, on sait que ce ne sont pas des drones comme on voit en Ukraine. Donc ce ne sont pas des drones Shahed, ce ne sont pas des drones équivalents russes, des drones Gerbera. Ce sont vraiment des drones hexacoptères, quadcoptères qui sont pilotés, télépilotés depuis un endroit proche. Et donc, on ne sait pas vraiment de qui ça vient, d'où ça vient, mais ce qui étonne, c'est que ça ne peut pas être un petit rigolo qui s'amuse à essayer de prendre des vidéos d'une base aérienne ou d'un aéroport, parce qu'en fait, c'est coordonné. Comme par hasard, on a plusieurs drones qui apparaissent plus ou moins au même moment à différents endroits au Danemark et en Norvège. Désormais, c'est à nouveau un drone qui apparaît en Allemagne. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est bien plus coordonné qu'un simple touriste, j'ai envie de dire, qui prend des vidéos, des prises de vue de certaines zones dans un pays quelconque. On a appris également en fin de matinée qu'hier soir, l'un de ces drones avait survolé pas n'importe quel endroit, la base militaire, l'une des plus grandes bases militaires du Danemark. Vous avez évoqué à l'instant ces coordonnées très bien connues de ces drones, bien répertoriés. Une fois qu'on a dit ça d'ores et déjà, est-ce qu'on peut éliminer des pistes et prendre d'autres pistes? Non, alors c'est toute la complexité parce qu'on ne sait pas encore d'où viennent ces drones exactement. Est-ce que les autorités, parce que les autorités ne disent pas quelles sont les informations dont elles disposent pour essayer de littéralement attraper là où les personnes qui sont derrière ces actions. Parce qu'au moment où vous allez pouvoir attraper là où les personnes, il faut aussi voir si ces personnes n'ont pas été payées par quelqu'un d'autre. Parce que c'est le principe même de la guerre hybride, on ne sait pas de qui ça vient, mais étonnamment, on a bien évidemment un énorme soupçon sur la Russie, et qui plus est, quand on regarde les différentes informations, on a une annonce du Danemark il y a quelques jours, même pas, je crois qu'il y a 1 ou 2 jours, qui annonce qu'un navire de guerre russe a été détecté dans les eaux internationales, mais vraiment juste à côté des eaux nationales danoises, et ce navire avait éteint ces différents systèmes qui annonçaient sa position à travers les différents systèmes d'identification maritime. Et donc c'est étonnant qu'on ait comme par hasard des drones qui survolent différents points de la zone, et puis un navire russe qui se balade comme ça. Donc il y a énormément de soupçons qui pèsent vers la Russie, mais aujourd'hui il est impossible de dire à 100% que c'est une action coordonnée par la Russie. Je reviens vers vous dans un instant, Gaëtan Povis. Lieutenant-colonel, il y a des soupçons, il y a des drones, il y a un navire, ça continue, et pour autant, la situation de l'OTAN reste très particulière. Il n'y a pas d'action pour le moment, il faut des enquêtes. C'est ce que nous disent les différents chefs d'État qui ont été impactés par ces drones. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que ça se passe? Écoutez, c'est normal que l'OTAN garde un peu son sang-froid. Donc, il collecte actuellement les informations. À ce qui a été déjà dit, j'ajouterais aussi que lors de l'opération Toile d'araignée que les Ukrainiens ont menée en Russie en juin dernier, il y avait aussi des camions qui s'étaient infiltrés en Russie et à partir desquels des drones avaient été lancés. Donc ça, si vous voulez, c'est tout à fait à la portée des Russes aussi. Chez nous, où il y a des camions commerciaux, y compris matriculés dans des pays entre guillemets neutres ou qui ne prêtent pas forcément beaucoup de matière à renseignement. Une ingérence russe, donc, qui pourrait venir à l'intérieur de nos pays, par nos concitoyens. On a tellement, pas forcément par nos concitoyens, peut-être par des camionneurs de grandes voies internationales. Vous savez, on a tellement de circulation, et c'est bien normal, de camions, de véhicules, que parmi eux, il peut y avoir des camions qui transportent des drones, qui se postent sur un parking, lancent leurs drones et puis s'en vont ensuite, si vous voulez. Et les pilotes, depuis la cabine de leur... Si vous voulez, on peut tout imaginer, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens. Ils avaient posté des camions en Russie
un mois avant, à proximité de bases, ce qui fait que toutes les capacités telles que l'OTAN les mentionne, comme des rideaux, des murs anti-drones, si vous voulez, tout ça tombe un peu à plat. Surtout qu'on n'est pas en guerre avec la Russie, si vous voulez. Quand on est en Ukraine, c'est différent. Tout ce qui vole et qui n'est pas ami est ennemi. Donc on tire a priori. Donc nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans des zones peuplées où même l'utilisation d'un fusil ou a fortiori d'une mitrailleuse ou d'un canon peut avoir des effets collatéraux. Il y a le ministre de la Défense allemand auquel on a posé la question. Les journalistes ont dit, OK, il y a donc eu ces drones qui ont survolé le pays, pourquoi ne pas les avoir abattus? Il a répondu, nos avions de chasse qui abattent ce genre de drones, ce serait comme tirer sur des moineaux. C'est tout à fait contre-productif. Alors, il a raison pour ce qui est des avions de chasse. On l'a vu lorsqu'il y a eu les premières actions menées en Pologne contre des drones russes, là où il y avait pas, où on a utilisé des avions très coûteux, avec des moyens coûteux, face à des drones qui n'en valaient pas forcément le prix. Si vous voulez, ce qu'a répondu M. Pistorius, c'est tout à fait logique, puisque l'OTAN est dans une structure très conventionnelle, très traditionnelle, qui n'est pas complètement adaptée à cette guerre toute nouvelle des drones qui date de 3 ans. Et comme vous le savez, lorsqu'on prend des mesures au niveau de nos pays qui ne sont pas en guerre, je le rappelle, et qu'on attribue même des budgets avec des équipements, le temps que il n'y a pas de procédure très rapide. En fait, il faut que l'État commande du matériel, et puis ça vient... Et le matériel vient 1 an après, ou 2 ans après, ou 6 mois après. En Ukraine, c'est complètement différent. On est dans un pays en guerre qui se transforme au fur et à mesure de la guerre parce qu'il en va de sa survie, et donc ils vont très vite. J'ai vu chez un de vos concurrents un documentaire très intéressant où l'on voit un très jeune ministre de la Transformation en Ukraine qui a 30 ans et qui, lui, pilote à vue, donne des crédits à vue à des entreprises qui développent des drones qui sont adaptés directement aux transformations que les Russes opèrent sur leurs propres drones. Elle est intéressante, la question que vous pointez du doigt, Gaëtan Powys. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est préparés dans nos pays à ce genre de guerre hybride? On a vu l'émergence des drones dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Néanmoins, jusqu'à présent, ni nous n'avons été co-belligérants, ni nous n'avons été en guerre. Où est-ce qu'on se situe? Alors non, clairement, vous avez déjà rappelé, la France, ou même prenons l'Europe, les pays européens ne sont pas du tout impliqués directement en Ukraine. Il y a eu des livraisons de systèmes, mais à chaque fois, ce sont des systèmes qui sont utilisés par des soldats ukrainiens. Il n'y a pas de soldats sous uniforme européen d'un des pays de l'Europe qui se bat en Ukraine. Maintenant, au niveau de cette menace des drones, il y a un intérêt qui a été pris en compte. On l'oublie un peu parce que la guerre en Ukraine a montré que les drones offensifs sont désormais à peu près partout dans les médias, à gauche, à droite, plein de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais en fait, la menace des drones, elle commence environ, on n'a pas les dates exactes, en 2015, avec l'État islamique qui envoie des drones avec des grenades, des drones DJI, avec des grenades sur des forces spéciales, que ce soit des forces spéciales françaises, américaines ou encore anglaises. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a un début de prise en compte de cette nouvelle menace, mais dans une utilisation de haute intensité. C'est la guerre en Ukraine qui confirme cet intérêt. Et de fait, on a désormais, à peu près partout dans le monde, des systèmes, des développements de canons antiaériens guidés par radar qui sont capables de détecter ces tout petits objets. On parle vraiment de drones qui sont vraiment pas grands, avec très peu de métal. Donc il faut des radars extrêmement puissants, mais aussi petits. Donc vraiment, il y a un développement de pouvoir contrer ces menaces avec des canons antiaériens ou encore des lasers et autres systèmes à énergie dirigée. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a été interrogé sur cette question. Et vous allez voir que on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai renseignement qui s'est mis en place en Ukraine, notamment aidé par les Américains. Voilà ce que leurs enquêtes révèlent aux Ukrainiens. Voilà ce qu'il dit. Il y a eu un rapport de nos militaires concernant, pour être franc, des événements très étranges à la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie. Nos militaires ont enregistré des drones et ce sont des drones de reconnaissance. J'ai ordonné aux militaires de mener une enquête complète et si de tels drones apparaissent de nouveau, de répondre en conséquence pour défendre notre État. Peut-être une piste donc de ce côté-là en ce qui concerne l'Ukraine. Néanmoins, voilà ce que font les pays européens.
l'idée de se défendre contre ces attaques hybrides, en tout cas ces survols à tout le moins, c'est un survol pour l'instant des pays de l'OTAN, c'est, et on va vous montrer cette carte, le fait de construire un mur de drones, ce fameux mur de drones pour protéger les pays adjacents. On vous montre cette carte qui montre bien ce mur de drones que vous allez voir pour protéger les pays à la frontière, en tout cas, de la Russie. Gaëtan Powys, comment est-ce que ça marche, ce mur de drones? Et pardon de la question, ce sera un second axe de réponse pour vous. On ne le met pas n'importe où, ce mur de drones. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion? Je crois qu'il y a une erreur dans la traduction. On parle d'un mur anti-drone et non pas un mur de drone. Mais l'idée derrière, c'est de pouvoir, en fait, construit par des drones. Pardon, peut-être que je ne me suis pas bien exprimée. Un mur anti-drone, et voilà pourquoi je l'ai appelé mur de drone. Ce mur anti-drone est constitué de drones. Allez-y, continuez. Oui, alors en fait, on n'a pas encore exactement pour l'instant, on en est à des déclarations politiques. Il y a différents pays qui sont d'accord pour pouvoir empêcher des drones qui viendraient de Russie rentrer sur leur territoire. Donc, on n'est pas du tout sur. Le colonel Arbarutier parlait de pouvoir du danger que représentent des infiltrations de drones depuis même l'intérieur de ces pays-là. Là, non. Là, c'est une volonté de pouvoir éviter d'avoir des drones qui viendraient de Russie vers leur territoire en direct. Et l'idée, ce serait de pouvoir, pour l'instant, on serait sur du brouillage ou éventuellement une interception avec des drones. Mais il faudrait voir si on a une déclaration à l'instant au début de ce journal que je crois que c'était la Finlande qui parlait d'une bulle multicouche qui est capable d'intercepter certes des drones, mais aussi des missiles. Donc là, on est sur des capacités qui sont bien plus supérieures, bien plus grosses, le tout couplé bien évidemment avec, par exemple, des canons antiaériens que je disais, que j'expliquais précédemment. Donc, il faut pratiquement, on ne sait pas encore vers où ça va aller, mais en tout cas, il y a une décision politique de la part de plusieurs pays de s'assembler pour faire face à cette nouvelle menace. Lieutenant-colonel, comment est-ce que ça pourrait marcher? Tout le monde doit être d'accord déjà, hein, c'est le premier point. Hein. Oui, et puis je pense que des mesures sont déjà prises. On n'est pas forcément obligé de savoir lesquelles, d'ailleurs. Ça doit être assez confidentiel, voire secret. Moi, je me méfie toujours quand on parle de murs, parce que en réalité, les murs sont faits pour être contournés. Hein. Et l'affaire de la Hongrie, dont parlait M. Zelensky, est très intéressante. Pourquoi? La Hongrie, on le sait, est un pays qui, politiquement, est plutôt favorable à la Russie en termes politiques, pas forcément stratégiques. La Hongrie est membre de l'OTAN. Et le fait que des drones soient partis de Hongrie pour aller en Ukraine, c'est quand même très singulier. Et M. Zelensky, le président Zelensky, a fait très attention. Il n'a pas détruit ces drones. Il les a fait surveiller par les gens de ce service de renseignement. Pourquoi? Parce que imaginez que l'Ukraine tire sur un drone parti de Hongrie et entraîne une hostilité avec la Hongrie, membre de l'OTAN, qui demande... Là, c'est le monde à l'envers. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier dans une alliance. Il y a toujours... D'ailleurs, dans les 10 pays qui se sont réunis hier pour parler d'anti-drone, il y avait la Hongrie. Il y avait la Hongrie. Et si vous voulez, je ne vais pas dire que la Hongrie est un faux frère, ou que d'autres pays le sont également, mais si vous voulez, au sein d'une alliance, vous n'avez pas les mêmes sensibilités par rapport à cette guerre que mène l'Ukraine pour sa survie contre la Russie. Certains pays... On n'a pas tous les mêmes enjeux. D'abord, d'une part, c'est très vrai, on l'a bien vu avec les pays éloignés du front. Les 10 pays qui se sont réunis hier, c'est des pays proches du front avec la Russie. Donc là, si vous voulez, ce mur anti-drone ou ce mur de drone, c'est un mur qui concerne, a priori, plutôt les pays du front, les pays qui sont à la portée immédiate de la Russie. Maintenant, les infiltrations de drones, y compris au Danemark, mais aussi... on parlait du camp de Mourmelon. Il y a une enquête. Si vous voulez, ça, c'est autre chose. Et là, quelque chose qui est très visible sur les images, d'ailleurs, que parfois vous projetez ou que d'autres, c'est qu'on voit de la gendarmerie. J'ai vu des gendarmes français avec des sortes de fusils anti-drone, mais d'un type spécial. Et donc, je me dis que c'est de la défense opérationnelle du territoire. On est dans un domaine où un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui est en paix, doit être quand même très vigilant vis-à-vis des menaces, y compris terroristes d'ailleurs, ou d'un autre pays, sur ses propres points stratégiques.
Faudra-t-il s'inquiéter, y compris dans notre pays? Non, il faut être vigilant. On continuera à en parler. Il faut être vigilant, simplement. Merci beaucoup, lieutenant-colonel, d'avoir été avec nous. Merci, Gaëtan Povis, de nous avoir accompagnés. L'information continue. Vous restez avec nous sur France Info. Dans un instant, vous retrouverez Camille Grenu. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous accompagner demain de 14h à 16h. Belle journée à vous.